J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ce soir, je ne devrais plus vous les présenter, mais je vous les présente quand même. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie, bonsoir Patrick et bonsoir à tous. Et vous l'avez compris, je suis accompagnée de Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Amélie, bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités de la chasse et de la ruralité. Nous verrons comment PETA entre au capital de grandes marques. Nous parlerons d'un contrat entre les chasseurs et les agriculteurs pour réduire la population de sangliers de 20%. Nous reviendrons sur des milliers d'oies qui vont être gazées dans la région de Rotterdam aux Pays-Bas. Mais leur chasse en France en février n'est toujours pas possible. Nous parlerons de 2 chasseurs qui ont été contaminés par la trichiniose. Nous verrons qu'Arnaud Klarsfeld compare les chasseurs au Ku Klux Klan et aux organisateurs de pogroms antisémites en Ukraine. Patrick nous dira ce qu'il a pu voir sur les réseaux cette semaine. Denis, quant à lui, nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Pour notre dossier de la semaine, nous serons accompagnés ce soir de David Olaizola, vedette de la chanson et poète basque que Denis a eu l'occasion d'interviewer cette semaine et qui nous parlera de son amour du terroir et de son attachement aux traditions et aux racines. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, c'est parti. Patrick, tu voulais démarrer ces actualités en nous parlant de PETA qui entre au capital de grandes marques. Eh bien oui, on parle beaucoup d'entrisme, des oiseaux et autres escrologistes dans différentes entreprises. On a parlé du soutien au RIP des brillants entrepreneurs français que sont Niel, Grandjean et Simoncini. Bon, ils avaient des intérêts aussi dans la viande artificielle. Bref, il y a des relations bizarres qui sont en train de se nouer entre le monde industriel et ces fameux oiseaux autoproclamés défenseurs de la nature. Et bien cette fois-ci, c'est PETA qui entre au capital des grandes marques. Denis, tu peux nous dire un mot de PETA ? Alors PETA, People for Ethical Treatment of Animals, organisation américaine née tout début 80, 1980 même je crois. C'est la plus grosse organisation de défense des droits des animaux. Elle a plus de 6,5 millions de membres, il me semble bien. Elle s'est fait connaître par des vidéos chocs. Un peu comme L214 le fait chez nous. En particulier, les premières, c'était sur des élevages d'alligators et de crocodiles, qui servaient ensuite pour la maroquinerie. Mais ils ont aussi une tactique plus fine, un peu plus sophistiquée, celle de l'entrisme, pour faire un peu la révolution à l'intérieur. Et là, ils entendent la faire à l'intérieur des grandes marques du luxe et de l'habillement. Donc ils ont profité à 2 reprises des chutes du cours des actions de ces grandes marques suite à quelques petites crises financières, la dernière étant celle liée au Covid, pour entrer, alors petitement, au capital de certaines marques du luxe et de l'habillement. Évidemment, quand les actions baissent, c'est facile d'en acheter 1 ou 2, et 1 ou 2 suffisent à participer, si on le souhaite, au conseil d'administration. Évidemment, ils utilisent cela pour faire valoir leur point de vue, leur idéologie qui est de ne plus utiliser aucun produit d'origine animale dans l'habillement. Donc, plus de fourrure, plus de cuir, plus de laine, plus de mohair, plus de cachemire, plus de cachemire, c'est dommage, c'est si doux. Mais enfin voilà, c'est quand même assez préoccupant. C'est intelligemment mené, bien entendu. Les marques, on les voit à l'écran là actuellement, il y en a quand même des connus. Alors c'est Kering et LVMH, les 2 grands du luxe français, mais c'est aussi Ralph Lauren, Burberry, Under Armour, Urban Outfitters, Capri Holding. Capri Holding, c'est une boîte financière qui détient Jimmy Choo et Versace, excusez du peu. Donc vraiment, voilà, ils sont entrés au capital de ces grandes marques. Alors, oui, je t'en prie. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Pamela Anderson qui est membre éminent de PETA et qui avait fait un peu d'entrisme à l'Olympique de Marseille. Il y a un joueur. Ah bon ? Qui est Pamela Anderson Je te laisse.
désolé. C'est trop vieux, Denis. Je suis trop jeune, à mon avis. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est quand même qu'ils sont donc aussi. Alors, ça ne se passe pas qu'aux États-Unis. Ils sont aussi chez deux grands du luxe français, donc Kering et LVMH. Et ils se sont fait remarquer récemment. On voit une petite photo d'une de leurs manifs monstrueuses. Ils sont au moins 4 à l'écran là. On le voit en ce moment pour exiger que l'on modifie notre vocabulaire et nos expressions. Il ne faut plus utiliser des expressions ou des mots qui pourraient être oppressifs à l'égard des animaux. Donc on ne dira plus paresseux, on ne dira plus poule mouillée, on ne dira plus sale comme un cochon. Ça rappelle vaguement autre chose. Quand on veut modifier le langage, là encore une fois, j'arrête pas de dire qu'on rentre dans le monde cauchemardé par Orwell ou Huxley, mais là, quand on commence à toucher au vocabulaire, c'est très très grave. Ce serait difficile d'abandonner toutes ces expressions. Tu n'es qu'une poule mouillée, Denis. Bien ancrée. Doublé d'un paresseux. C'est oppressif à l'égard des poules. Ça n'est pas bien. Voilà. Bon, Denis, tu voulais revenir sur un sujet dont on a parlé la semaine dernière, qui était la rencontre qui a eu lieu entre le président Schrane et Bérengère Abba. Tu voulais nous en dire un petit peu plus cette semaine. Oui, bon, on commence à voir les résultats de cette rencontre. Alors, elle devait initialement porter sur 2 sujets traditionnels, je dirais les dégâts, voilà. Et puis la sécurité. Alors la sécurité, j'aimerais dire à Madame Bérengère Abba que les accidents mortels ont chuté de 71% sur ces 20 dernières années. On aimerait que la sécurité routière en fasse autant. Mais le sujet qui a apporté le plus de résultats, apparemment, ce serait celui des dégâts. Il y aurait, parallèlement à ces discussions avec la secrétaire d'État, des discussions avec la FNSEA et sa charismatique présidente, Christiane Lambert, qui donc débouche sur un contrat qui serait passé entre la FNC et la FNSEA pour faire en sorte que les populations de sangliers chutent de 20 à 30%. Le contrat devait être annoncé à l'occasion du Salon de l'Agriculture, qui a été annulé. Il sera, je pense, officiellement annoncé courant février. Christiane Lambert, dans plusieurs tweets, se félicite de cette avancée-là, nous aussi d'ailleurs. Maintenant, il y a quelques petites choses qui, moi, me posent problème. C'est quand elle dit que le contrat est issu d'une discussion menée avec la FNC, très bien. Ces mesures ne sont pas totalement encore arrêtées, très bien. Mais pourraient comporter, entre autres, un objectif chiffré, des évaluations régulières de l'atteinte ou pas de ces objectifs. Et aussi des nouvelles méthodes de battu du côté des chasseurs et un renforcement des signalements côté agriculteurs. Il y a en effet encore certains agriculteurs qui ne signalent pas les dégâts. Des nouvelles méthodes de battu côté chasseurs, qui va les mettre en œuvre, qui va les contrôler, qui va nous les suggérer. Oui, il y a des progrès à faire. Oui, tout chasseur qui débute sa saison devrait, pour le grand gibier, avoir au moins effectué quelques tirs de réglage pour vérifier si son optique, s'il en a, point rouge ou lunettes, est encore bien réglé. Et puis, s'entraîner au sanglier courant et aller y tirer une quinzaine de balles en début de saison n'est jamais superflu. Donc oui, de ce côté-là, il y a des progrès à faire. Mais là, voilà, je suis un peu inquiet. Si elle vient nous conseiller, Bérengère Abba, sur notre territoire pour qu'on soit plus efficace, on est preneur. Ah oui, non, mais je suis sûr qu'elle a plein d'idées. Mais j'ai peur, par contre, que ce soit Christiane Lambert qui ait plein d'idées. Petit coucou à mes partenaires de chasse. Voilà. Christiane Lambert rajoute « L'État devra remplir son rôle en veillant au respect de ce contrat et en contrôlant que la chasse soit effectuée. » Nous rentrons avec ce genre de phrase dans une chasse de plus en plus contrôlée par l'État. Deviendrons-nous uniquement des régulateurs ? En début de confinement, il y avait eu la scission annoncée par Bérengère Abba entre la chasse de régulation et la chasse loisir. Non. La chasse est un tout. Si elle régule, c'est une conséquence, mais ce n'est pas un but. Je crois qu'il faut être clair à ce sujet-là. Donc j'aimerais dire à Madame Lambert que je ne souhaite pas que la FNSEA vienne contrôler mes méthodes de chasse, déjà dans un premier temps.
Elle a aussi abordé un autre point dans ce petit entretien qu'elle accordait à je ne sais plus quel magazine, là, Madame Lambert. Elle parlait du financement des dégâts du loup, qui sont actuellement pris sur les enveloppes PAC, politique agricole commune. Elle trouve que c'est anormal, et en cela, elle a bien raison. Elle aimerait que ce soit le ministère de la Transition écologique qui prenne les dégâts du loup à sa charge, puisqu'on sait très bien que les oiseaux pro-loup et pro-réensauvagement ont investi le ministère avec l'arrivée de Madame Pompili. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec Madame Lambert à ce sujet-là. Eh ben, ce serait bien qu'elle vienne nous en parler, un de ces quatre, Denis. Ah, mais moi je serais ravi de recevoir. En plus, c'est une personne qui a de très très bonnes idées en ce qui concerne l'agriculture, qui vient d'être nommée à un poste important à l'agriculture européenne, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je me rappelle qu'elle avait vertement remis à sa place Yannick Jadot, et pour remettre vertement à sa place un vert, c'est très bien. Donc non, je serais ravi d'avoir Madame Lambert à l'émission. Nous parlerions chasse, dégâts, indemnisation, et je serais ravi d'avoir son opinion sur tous ces sujets-là. Et ben, tu as toutes les vacances pour ça, Denis. Je vais contacter Madame Lambert au plus tôt. Bon, on va continuer à parler de Bérengère Abba, et Denis, tu voulais revenir sur des milliers d'oies qui vont être gazées aux Pays-Bas. Oui, alors, dans les discussions entre la FNC et notre ministère du tutelle, et Bérengère Abba en l'occurrence, il y avait évidemment le serpent de mer, la chasse des oies cendrées en février en France. Ça nous est refusé depuis des années. Alors, on voit à l'écran le courrier que Madame Abba a envoyé plutôt à Willy Schrein. On y voit un jargon incroyable. Il y aurait une Grey Lag Goose Task Force organisée au niveau européen pour évaluer les populations, les prélèvements par pays. Enfin, un langage vraiment extraordinaire, typique de la bureaucratie de l'Union européenne. Tout ça pour arriver à la phrase qui dit « Je suis malheureusement dans l'obligation de vous dire que ça ne sera pas possible ». Très bien, mais ça fait des années que la FNC, avec différents organismes scientifiques, dont l'ISNEA par exemple, fournissent des données au ministère. Ça fait des années que ces données sont ignorées, qu'elles ne sont jamais communiquées à l'Union européenne. La politique de la chaise vide à ce sujet-là, au niveau des instances de l'Union européenne, ça suffit. Il va falloir que ce ministère, qui est le ministère de tutelle de la chasse, commence à prendre sa part et toute sa part. Là, je suis un peu agacé. Oui. De surcroît, je le suis d'autant plus que, qu'il est agacé, hein. Parallèlement à ça, le Conseil d'État des Pays-Bas vient de réautoriser le gazage de milliers d'oies. Donc on va les attraper avec des filets, on va les mettre dans des remorques et on va les gazer au CO2. C'est de sinistre mémoire, ce genre de méthode. Comment peut-on considérer que on peut gazer, mais on ne peut pas tirer des oies. Voilà. Donc c'est un scandale sans nom, cette affaire-là, et ça commence à être très très agaçant. Et qui se répète d'année en année. Il y a des vidéos, vous pouvez chercher les vidéos des oies gazées, vous trouverez ça sur YouTube. Non mais là, l'incohérence à ce niveau-là, ça devient pénible. C'est sûr. Nous voulions revenir ce soir aussi sur 2 chasseurs qui, après avoir consommé de la viande de sanglier pas assez cuite, ont été contaminés par la trichinellose. Oui. Alors, la trichinellose, donc, c'est le petit problème qu'on peut avoir avec la viande de sanglier. Il faut savoir, et on le voit à l'écran, c'est une maladie qui peut atteindre les suidés en général, cochons, sangliers. C'est peu présent en Europe de l'Ouest. Il y a des cas qui sont néanmoins signalés de temps en temps. C'est très présent dans les pays d'Europe centrale, dans les pays de l'Est, en Afrique aussi. On le sait, on devrait le savoir tous, la seule solution pour parer à ce problème-là, c'est de cuire la viande. La légende urbaine qui circule dans le milieu des chasseurs, c'est que la congélation tuerait les trichines. C'est faux. Il faudrait congeler à moins 40. Or, nos congélateurs de particuliers congèlent à moins 20 grand maximum. On peut le laisser 2 ans à moins 20, ça ne tuera pas les trichines s'il y en a. Ce qui vaut pour un certain nombre de parasites. Tout à fait.
Donc, il faut cuire suffisamment, quoi. Il faut cuire et avec sa viande avec une température d'au minimum 71 degrés à cœur. Et donc, voilà, donc bienvenue les daubes, bienvenue les ragoûts, les terrines, les choses comme ça. Mais pas de sanglier rosé, pas de tartare de sanglier. Ouais, je vais te proposer après l'émission, j'ai un petit tartare de sanglier. Non, c'est gentil. Il faut, mais j'en reviens à quelque chose d'important, c'est que nous, chasseurs, on fait souvent cadeau de venaison à nos amis, à notre entourage qui ne le sont pas. Et s'il s'agit de sanglier, il faut leur préciser. Quand c'est de particulier à particulier, la moindre des choses, c'est de préciser que ça doit être cuit d'une certaine manière. En fait, je reviens, c'est cuit à cœur à 71 degrés. C'est-à-dire qu'avec une sonde, c'est pas de mettre le four à 70 degrés ou à 75, c'est cuit à cœur à 70. Cuit à cœur à 71 degrés minimum. Par contre, si on en fait don à un boucher ou quoi que ce soit, par un circuit, je dirais, avec traçabilité, là, on a l'obligation de réaliser des tests légale de faire les tests et de prévenir qu'il s'agit de viande sanglier. Enfin bon, là, il s'agit de viande de circuits commerciaux, donc il y a traçabilité, analyse, et ainsi de suite, c'est différent. Voilà. Mais c'est important de le répéter à tout le monde. En général, les chasseurs le savent, mais quand on fait un cadeau d'un beau cuisseau de sanglier à quelqu'un, il faut bien le préciser. Voilà. C'est noté. Merci pour le conseil de cuisson, Denis. Patrick, tu voulais nous parler ce soir d'Arnaud Klarsfeld qui fait des comparaisons assez bizarres. Vous savez, je suis un zappeur impénitent et je suis tombé sur l'émission de Laurent Ruquier, alors qu'il nous habituait à des invités de meilleure qualité. Je pense à Johanna Clermont. J'en profite pour parler, et on en reparlera lors de cette émission, mais qu'il y a un petit tournage qui s'est fait, Denis et Johanna, et qu'il va être diffusé bientôt. Je ferme la parenthèse. Bref, je parle de cette émission de Laurent Ruquier où était invité Arnaud Klarsfeld et j'ai été plus que surpris, halluciné. Et un moment dans l'émission, il a comparé les chasseurs au Ku Klux Klan et aux organisateurs de pogroms antisémites en Ukraine. La chasse à courre devrait être interdite, par exemple. C'est vraiment barbare, c'est une tradition barbare comme les combats de gladiateurs. Alors on peut dire c'est une tradition qui existe, mais alors dans ces conditions, le Ku Klux Klan peut dire évidemment pendre des Noirs dans les États du Sud des États-Unis, c'était aussi une tradition. Certains Ukrainiens peuvent dire les pogroms, c'était aussi une tradition. Donc après avoir traité de SS par ELV il y a peu de temps, cette fois-ci c'est Arnaud Klarsfeld qui fait les comparaisons que je viens d'évoquer. On est dans une dérive totale, ils se permettent tout. Ah oui, ces bobos showbiz parisiens commencent à nous agacer très sérieusement. J'en ai assez maintenant, c'est insupportable. Là, Ku Klux Klan, organisateur de pogroms ukrainiens, il y a une semaine ou 10 jours, on était comparé à DSS par Europe Écologie Les Verts. C'est bon, la coupe est pleine, parce que ça devient insupportable. De surcroît, j'aimerais quand même rappeler qui est Arnaud Klarsfeld. C'est le fils de Serge et Beate Klarsfeld, dont le travail n'est ici pas du tout en cause. Mais lui, qu'est-il à part un héritier ? Un héritier qui, de surcroît, se permet un certain nombre de déclarations, parfois douteuses, voire carrément scandaleuses. Quand il avait eu, à l'époque du gouvernement Sarkozy, je crois, un poste à responsabilité dans un quelconque organisme d'État s'occupant d'intégration, je crois, ou quoi que ce soit. Il avait parlé des Roms de manière absolument lamentable. Il avait dit, et je cite, « Ils vivent avec 8 enfants dans une pièce. Lorsqu'on n'a qu'une seule pièce, on ne fait pas 8 gosses. » Rajoutant un peu plus loin, dans la même interview, « Il faut que l'Europe s'occupe de la question Rome. » Remplacer Rome par autre chose, ça fait frémir. Je suis désolé, monsieur Klarsfeld, c'est pas bon. Il disait aussi, et c'est la dernière pour la route, quand on parlait de l'expulsion des Roms, c'est un mal nécessaire. C'est l'argument qu'utilisaient les esclavagistes fin 19e pour justifier l'esclavage. J'ai aucune leçon d'humanisme à recevoir de cette personne. Alors évidemment, il a un livre à vendre sur les animaux, et ainsi de suite. Donc évidemment, il a fait la stratégie, stratégie c'est un bien grand mot pour ça, pour cette espèce de gesticulation médiatique, faire un peu de buzz, créer le scandale, pour faire grimper les ventes de son bouquin. C'est inadmissible. J'aimerais lui rappeler cette phrase de La Bruyère, à quelques-uns, l'arrogance tient lieu de grandeur. Eh ben ça pile poil pour M. Klarsfeld. Voilà.
Merci pour la référence. Mais la citation. la bruyère en a plein à nous servir. Patrick, on va passer maintenant à ta chronique en direct des réseaux. Eh bien, aujourd'hui, en bref, Gruic Gruic, vous voyez l'image, pense que nos amis pêcheurs vont rejoindre le combat. Et il a raison, grande offensive des ozos cette semaine sur la pêche au vif. On voit des photos, donc ils ont décidé d'interdire la pêche au vif, enfin de mener un combat contre ça. Ils vont certainement bientôt s'énerver sur les vers de terre. Enfin bref, coucou les pêcheurs qui nous regardent, vous êtes les suivants sur la liste. Vous pouvez aller voir le compte Twitter de Papa Chasseur aussi, qui nous propose un document de l'INA qui date de 1978 et qui nous présente Madeleine, une tripoteuse. Je t'en prie, Patrick. Alors Denis, vous voulez pas que je parle de Qu'est-ce ça, que mais c'est qu'une tripoteuse? Je vais répondre à cette question. Une tripoteuse, pour les jeunes qui nous suivent et les autres, une tripoteuse, c'est une femme qui fait des boudins, des pâtés, des tripes. Et on voit dans cet excellent reportage de l'INA qui date de 1978 cette tripoteuse agir. Donc tous les fans de tripoteuses peuvent aller voir. Toujours en bref, j'ai trouvé cette photo très rigolote et le tweet qui va avec. Vous voyez à l'écran, je cite, « Cette image rare d'un échange d'otages entre deux clans rivaux de sapins ». C'est vrai que l'image est rigolote, ce petit sapin planté au milieu. Un peu de poésie. Toujours en vidéo, le record du monde de Raniero Testa avec un fusil Winchester. Et ben on voit les images. Attention, ça dépote. Voilà, toujours sur les réseaux, sur la page Facebook de la FNC, que je suis également, le député Éric Diard est condamné. Donc le député Éric Diard, c'est celui qui avait profité de l'interview de Willy Schran, où il avait parlé de chats et de capture de chats, de piégeage de chats, mais dans le sens de capture pour ceux qui sont trop éloignés. Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône, avait vivement agressé le président Schran. Eh ben, bonne nouvelle à mon sens, il a été condamné par le tribunal à une amende de 500 € et 1 000 € de dommages d'intérêt. Plus les frais de justice. Plus les frais de justice. Charge, et son immunité parlementaire ne l'a pas protégé, c'est bien de le souligner. Donc oui, un peu de responsabilité sur les propos, c'est bienvenu. Surtout de la part d'un député. D'un élu de la République, oui. Là, on était niveau cours de récré et l'institutrice donne des taloches en général à ce genre de propos. C'est une taloche qu'il aurait mérité. Alors, interview sur chasson.com, hein, on fait un petit coucou à nos amis de chasson.com et à Baudouin. Et voilà, pour terminer, nous sommes privés de sport d'hiver parce que les remontées mécaniques sont fermées, même si on peut remonter à pied, en peau de phoque, etc. Mais sachez qu'il y a nos amis animaux qui sont capables d'être brillants sur les pistes et on voit tout de suite une vidéo. Milou, il nous arrive droit dessus, Coralie. Oh putain, il tombe. Mais oui, il tombe sur nous, Coralie. Oh putain, dégage. Oh putain. Oh putain. Oh putain, dégage. Excellente cette petite vidéo, Denis. Elle est très bien. Et il est pas terrible, le sanglier en question. Il a bien dérapé. Il s'est loupé sur la dernière porte du slalom.
Voilà, et puis une petite dernière sur les réseaux. On a vu tourner cette semaine une vidéo des militants AVA. On va diffuser cette vidéo, elle est saisissante. Donc, c'est des chasseurs, des veneurs qui ont filmé des militants d'AVA qui les agressaient, les insultaient, les menacent à un moment avec un poing américain. On voit le niveau de ces gens, on diffuse pas tout de suite la vidéo parce qu'elle dure 3 minutes, mais soit vous pouvez aller le voir sur le compte Twitter de DVA Chasse, vous voyez à l'écran, ou soit vous attendez la fin de l'émission, on a décidé de diffuser en intégralité cette vidéo. Ce sera notre générique de fin. Ce sera notre générique de fin. Voilà. Enfin, allez voir ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, merci Patrick. Denis, nous passons à ta chronique Les Brèves du Chasseur. Eh bien, c'est l'émission agacement aujourd'hui. Oh là là, il est tout énervé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'inénarrable Yann Arthus Bertrand, Yab, a fait parler de lui parce qu'on diffusait, une chaîne de télé du service public diffusait son film Legacy. Un soir là. Donc bien entendu, gros battage médiatique autour de Yann Arthus Bertrand. Le film a été vu par une agricultrice de Saône-et-Loire et je n'étais pas le seul à être agacé. Elle, ça l'a vraiment agacé. Elle s'est fendue d'une très bonne réponse dans un magazine qui s'appelle L'Agri, donc un magazine agricole bien entendu. Et là, voilà, je vais vous lire 2-3 petites phrases. Depuis quand vous sentez-vous pousser des ailes de procureur ? Qui vous permet de jouer les apôtres de la décroissance alors que vous êtes un utilisateur compulsif des moyens de locomotion les plus polluants et ainsi de donner des leçons au reste de l'humanité. C'est vrai qu'il est souvent en hélicoptère quand même. C'est vu du ciel, c'est très beau, mais c'est un peu consommateur. Tous ces tournages se font délicaux. Votre commentaire en voix off est un ramassis d'approximations qui viendra alimenter l'infime minorité agissante de ceux qui veulent la peau des agriculteurs et des éleveurs en particulier. Elle s'attache ensuite à quelques chiffres cités, parce que évidemment ces bobos showbiz arrogants donnent toujours 2-3 chiffres qu'ils vont chercher on ne sait où, mais quand on s'intéresse aux chiffres qu'ils citent, on s'aperçoit que c'est une gigantesque fumisterie. Et là, en l'occurrence, Yann Arthus Bertrand disait, avec 1 hectare de terre agricole, on peut nourrir seulement 2 carnivores. Alors par carnivore, il entend des omnivores, c'est-à-dire nous, qui mangeons de la viande, des légumes, des fruits, ainsi de suite, mais comme on mange de la viande, nous sommes d'horribles carnivores. Et 50 végétariens. Alors j'aimerais dire ce qu'a dit cette agricultrice de Saône-et-Loire, c'est qu'1 hectare, c'est à peu près la superficie nécessaire pour élever un bovin. Que si on nourrit un bovin enfin 2 personnes avec un bovin, ça veut dire que ces 2 personnes vont manger chacune 200 kg de viande par an. C'est énorme. Or, la consommation moyenne de viande par habitant en France est de 74 kg. Donc, encore une fois, chiffre, fumisterie complète. Et puis, on nourrirait 50 végétariens avec 1 hectare de terre agricole. Oui, avec une agriculture ultra intensive, ultra chimique, qui va produire, évidemment, de manière intensive pendant quelques années, et ensuite la terre sera complètement épuisée. Or, j'avais cru comprendre que Yann Arthus Bertrand, était un partisan d'une agriculture biologique, très respectueuse, ainsi de suite. Donc encore une fois, il raconte des problèmes de cohérence. Comme lui. Non, ce sont simplement des mensonges, c'est tout. J'ai un autre chiffre. Il y a un moment, il cite dans le reportage, il dit que la consommation, je crois depuis 40 ans, la consommation de viande a été multipliée par 3 au niveau planétaire. Oui. La population a été multipliée par 2, donc il y a peut-être une augmentation, mais c'est à prendre avec des pincettes. Toujours les chiffres sont balancés comme ça. Comme d'habitude, leurs chiffres sont totalement fantaisistes. Ils les déforment, ils mentent, ils manipulent. C'est leur propagande habituelle. Mais ça marche. Et tu voulais revenir aussi ce soir sur l'affaire Pilarski. Oui, très brièvement, on en a parlé à 2 reprises déjà. Les conclusions des experts sont toutes unanimes. C'est le chien Curtis qui a priori donc tué sa maîtresse, la compagne de son maître. De ce côté-là, tout est clair. Le Christophe Ellul en question, le maître de ce chien, a beau s'insurger, les contre-expertises ont été refusées, les expertises initiales sont très claires, à tel point que l'avocat de la famille
d'Elisa Pilarski a décidé, je crois, de demander la mise en examen de Christophe Ellul, puisque c'est lui le propriétaire du chien qui aurait tué la pauvre Elisa Pilarski. Donc voilà, j'aimerais entendre Rémi Gaillard, Brigitte Bardot, Hugo Clément, à ce propos, parce qu'ils nous ont tous accusés, nous les chasseurs, les veneurs, d'être à l'origine de la mort atroce de cette jeune femme. Puis un certain nombre de médias que je ne citerai pas, mais qui avaient bien emboîté à la roue. Oui, si, on peut les citer, BFM en particulier. BFM en premier. Ouais, on en a bien parlé. Quand il s'agit de scandales et d'ignominie, BFM est toujours en tête. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de l'affaire Pilarski. J'ai vu, puisqu'on parle de vénerie là, à cette occasion, puisque voilà. On vous avait parlé la semaine dernière du fait qu'une bagnole municipale de la municipalité de Montreuil avait été vue aux côtés des militants de Hava en train de harceler un équipage de vénerie. Tu devais enquêter, Denis. Eh bien, il a cherché, je crois. J'ai convoqué Sherlock Holmes et Maigret et tous les enquêteurs, et la mairie en a fait autant, puisque voilà, les derniers rebondissements, si on peut appeler ça des rebondissements de l'affaire, c'est que l'utilisateur de la voiture a été identifié, que selon la mairie de Montreuil, il devrait écoper de 2 jours de mise à pied, mais qu'il conteste, parce qu'il dit que son supérieur l'avait autorisé à prendre cette voiture, puisque la sienne était en panne. Évidemment, la CGT défend cet employé. Et là, tout d'un coup, plus de son, plus d'image au niveau de la mairie de Montreuil. Voilà. Donc, affaire à suivre. Oui. Tu crois ? Elle va être enterrée ? Non. Mais tu m'as dit, c'est un délit pénal, hein, le détournement de... Ah ben c'est abus de bien social, je crois. Ça. Enfin, Non, pour le privé, ça, ouais. Mais ça, pour le public, c'est un autre nom. Je crois que les peines vont aller chercher loin, mais je ne pense pas qu'elles seront appliquées en l'espèce. J'ai vu aussi un petit article qui m'a aussi un peu agacé dans la République des Pyrénées. Des chasseurs d'Orthez avaient décidé de se joindre à une sorte de communauté virtuelle sur Facebook, je crois. Tu sais que tu es d'Orthez quand ? Et pour apporter leur pierre à l'édifice, ils avaient décidé d'indiquer qu'ils feraient des battues à tel ou tel endroit, à tel jour, à telle heure, de manière à partager harmonieusement l'espace avec d'autres personnes. Partait d'une très bonne intention, c'est louable, évidemment. Le problème, c'est que les antichasses s'en sont emparés. Déferlement d'insultes, d'injures sur le site en question, à tel point que, menace d'empoisonner les chiens aussi, des chasseurs, à tel point que ces chasseurs ont décidé d'arrêter, puisqu'ils se sentaient mis en danger en indiquant les jours, les heures et les lieux débattus. C'est dommage, c'est ce qu'on réclame. Oui, c'est ce qu'on réclame. Il y a eu pas mal de... J'étais assez au fait de ça au niveau technologique, de projets en ce sens. Ouais. J'en ai discuté avec le président Schran, qui dit qu'il n'était pas spécialement favorable, et je pense que c'est lui qui a raison, parce que le problème, c'est qu'on... c'est très bien pour les promeneurs, parce qu'on utilise très peu de territoire par rapport au territoire global, mais ça va être détourné par les gens que vous verrez dans la vidéo à la fin. Compte tenu du contexte actuel, je pense que c'est en effet une fausse bonne idée. Et je vais aussi terminer par un coup de gueule. Vous voyez, je suis énervé vraiment aujourd'hui. C'est de plus en plus rouge. J'ai vu un post Facebook. C'est bientôt les vacances, Denis. Oui, je vais souffler. De la gendarmerie, donc un post Facebook de la gendarmerie de la Dordogne. Qui m'a agacé, et là quand je dis agacé, c'est une litote. Les gendarmes se glorifiaient sur ce poste d'avoir procédé au cours du week-end au contrôle de 7 sociétés de chasse et de 93 chasseurs. Tout ça pour relever une très très légère, disent-ils, infraction. Moi ce qui m'agace, c'est que depuis le début de la saison de chasse 2020-2021, on assiste à une véritable avalanche de contrôles. Être contrôlé, oui, comme tout un chacun, mais être harcelé, il y a une limite, et là, on est proche de la limite. Parce que quand on voit le déploiement de moyens humains, le zèle mis en œuvre pour contrôler des chasseurs qui, globalement, n'ont rien à se reprocher, on se dit que ce zèle, ces moyens techniques, ces moyens humains, seraient bien mieux mis en œuvre à d'autres endroits. Comment dirais-je ?
rechercher, sanctionner ceux qui sabotent, qui incendient, qui vandalisent, qui menacent, qui injurient les chasseurs depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Ça suffit. Je voudrais faire mention du soi-disant du petit commando d'opérette, là, cet adolescent attardé, qui s'appelait Alexis Berbier, qui, lors d'une émission sur une chaîne du service public, se glorifiait de saboter le bien d'autrui sur des propriétés privées de surcroît. Je ne sache pas qu'il ait été mis en examen par un quelconque procureur. Alors c'est bon, maintenant, monsieur le procureur, vous allez faire votre boulot et vous allez me mettre ce voyou en examen. Il y en a assez. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Exactement. Bon. Voilà, c'était mon coup de gueule, j'en ai assez. Bon, j'espère que dans 15 jours, tu auras j'aurais trouvé des brèves un petit peu plus positives. Tout se sera arrangé. Voilà. Vous avez un peu chacun votre tour du positif ou des coups de gueule ou autre. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Dossier de la semaine consacré ce soir à une vedette de la chanson, David Olaizola, que tu as eu, Denis, le plaisir d'interviewer cette semaine. Oui, et ça a été un vrai plaisir. Je savais un petit peu déjà qui était David Olaizola, mais là j'ai découvert un homme remarquable, attachant, intéressant, portant haut et fort les valeurs de ses landes et de son Pays Basque natal, et le faisant intelligemment de surcroît. Alors c'est quelqu'un qui est dans le monde de la chanson depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, qui fait du bel canto. Je vous invite à écouter son interprétation de l'Ave Maria de Gounod, c'est remarquable. Évidemment, il a très longtemps été dans le registre du chanteur basque, je dirais, traditionnel. Puis au bout d'un moment, il s'est lancé dans ses propres compositions, parce qu'il est auteur, compositeur et interprète. Il a un groupe autour de lui, de gens fort sympathiques. En fait, il a fait récemment un poème à propos des chasseurs, défendant la chasse et les chasseurs. Il n'est pas lui-même chasseur. Tout le reste de son groupe, les compagnons, sont des chasseurs, mais lui ne l'est pas. Mais ça m'avait attiré l'œil, et j'avais dit, tiens, ce serait sympa de l'avoir. De surcroît, c'est quelqu'un qui s'engage pour la défense de ses valeurs. Il ne fait pas que chanter, puisque je crois qu'il sera sur des listes aux élections des listes LNR, le mouvement de la ruralité de notre ami Elie Pugelon, pour les prochaines régionales. Donc voilà, quelqu'un de complet et quelqu'un qui est vraiment intéressant et attachant. J'aimerais bien aller le voir sur place, où il viendra nous voir ici. On va écouter un peu l'entretien qu'on a eu tous les deux. Bonjour David, ravi de vous avoir avec nous sur J'aime la chasse, l'émission. Alors, toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, ne sont pas du Pays Basque et du Sud-Ouest. Il y a peut-être encore des gens en France qui ne savent pas très bien qui vous êtes. Est-ce qu'il serait possible que vous vous présentiez, que vous nous disiez qui vous êtes et quel a été votre parcours? Quel est votre parcours? Je sais que vous êtes partie du chant basque traditionnel, mais aussi du bel canto. Je me rappelle d'une interprétation de l'Ave Maria de Gounod par vous-même qui était absolument superbe. David, en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour Denis. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes tout au long de ma vie, et notamment Piero Teiza, le célèbre traiteur de la vallée des Aldudes, qui m'a demandé un jour d'intégrer l'orchestre qui animait la taverne basque. Moi qui étais en train de faire la vaisselle, de servir les gens, et comme je chantais un petit peu, eh bien, j'ai pris la place de chanteur. Et par la suite, eh bien, l'orchestre m'a demandé si je voulais intégrer cette équipe. Et ça a été le début de l'aventure pour moi, grâce à ce grand monsieur qui est Piero Teiza, qui a relancé la race des porcs basques dans la vallée des Aldudes. Voilà le début de mon chemin. Vous êtes donc passé du répertoire basque traditionnel à des textes que vous écrivez maintenant. Vous êtes donc auteur, compositeur, interprète. Pourquoi écrire ses propres chansons? Cela signifie-t-il que vous avez voulu faire passer un message? J'ai commencé à écrire quelques chansons il y a une vingtaine d'années, et puis elles sont restées dans les tiroirs, jusqu'au jour où j'ai proposé à mon pianiste de l'époque de m'aider à composer les musiques. Donc ça a démarré un petit peu dans la vie de tous les jours. Puis ensuite, j'ai rencontré les anciens combattants qui faisaient un pèlerinage à Lourdes. Ils étaient 20 000.
Et quand j'ai commencé à écouter leurs histoires, eh bien, je leur ai écrit des chansons pour leur dire que j'avais compris le message qu'ils voulaient nous faire passer, ce message de paix et de complicité aussi, parce que avec leur vécu et leur âge, et nous le nôtre, un peu plus jeunes, eh bien, on avait cette osmose qui prenait forme petit à petit. Ça s'appelle la convivialité, puis la compréhension. Donc, ça a été les premières chansons. Et puis, j'ai toujours été attaché au terroir, au Pays Basque, Hollande, à la ruralité en général. Hein. Et donc, j'ai composé beaucoup de chansons sur notre mode de vie. Voilà. Et donc, ça m'a permis, avec ce confinement de 2020, de mettre tout ça dans un ouvrage, un bouquin que j'ai écrit où j'ai publié les 130 textes de chansons que j'ai écrites et composés tout au long de ces 20 ans de chansons. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Le succès énorme de votre chanson « Ne touchez pas à nos traditions » vous a-t-il surpris? Cette chanson a été adoptée par tous les amoureux de notre mode de vie, de nos traditions, et bien au-delà du Pays Basque. On pourrait presque dire que c'est devenu l'hymne d'une certaine forme de résistance à un monde que certains veulent nous imposer. Alors oui, le sens du combat, le combat, c'est le combat permanent. Voilà, je viens de l'expliquer un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut alerter plus que jamais les gens sur cette façon de vivre. Nous qui sommes de la campagne, on nous pointe du doigt parce qu'on est des pollueurs, les chasseurs sont des assassins. Non, il faut arrêter avec tout ça. Les gens qui sont les moins pollueurs et les plus écolos, pour moi, ce sont les gens des campagnes et les chasseurs. Parce que moi qui ne suis pas chasseur, mais je les respecte et je les soutiens. Parce que je les vois régulièrement au bord des routes pour faire des battues. Et heureusement que les chasseurs sont là. Parce que sinon, combien y aurait-il d'accidents supplémentaires? Combien de morts supplémentaires? Combien de mamans et d'enfants laisseraient leur vie sur la route à cause de sangliers qui traverseraient et qui proliféreraient à foison? Mais ça, certaines personnes ne veulent pas le voir. Mais les chasseurs sont essentiels à la vie de la ruralité, à la vie d'un village. On pourrait presque dire que vous êtes maintenant un chanteur engagé. Est-ce que ce qualificatif vous convient? Un chanteur engagé, oui, si vous voulez. Mais je crois que je ne suis pas plus engagé que ça. Je suis surtout engagé à essayer de transmettre ce que les anciens nous ont transmis. C'est-à-dire le respect, savoir dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Cette façon de vivre aussi, qui était... Je dis qui était parce qu'elle est en train de s'éteindre à petit feu si on laisse continuer. Mais cette façon de vivre qu'on avait en famille, avec les voisins, et toujours ce mot respect qui revient toujours parce que c'était la clé d'une vie saine, simple et en compréhension de tout ce qui fait qu'on vit différemment et nous sommes tous différents. Voilà, chanteur engagé, oui aussi, parce que j'essaie d'être avec mes chansons, avec un peu d'humour, mais avec un petit peu de colère aussi parfois, de faire comprendre ou d'essayer plutôt de mettre en avant les absurdités de tous ces gens qui nous sortent des lois ou des façons d'être qui voudraient nous imposer. Ça devient pathétique. Quand je vois que le maire de Bordeaux ne veut pas, il a très simplement enlevé le sapin de Noël
de la ville de Bordeaux, le sapin de Noël qui est la représentation même du rêve des enfants. Alors quand on en arrive là, c'est quand même assez grave. Voilà, je prends un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y en a tellement. Et c'est pour ça que, oui, si vous voulez, je suis engagé pour le bien vivre, le savoir-vivre, le respect, le partage, l'amitié, la convivialité. Voilà, c'est tout ça qui fait que ce qu'on nous a appris, eh bien, nous devons, nous, à notre tour, le transmettre. Parce que nous sommes la dernière génération à avoir connu la vie sans Internet. Internet, c'est bien. Le progrès, c'est bien. Mais quand ça sert les gens, quand ça les dessert, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Engagé pour alerter les plus jeunes en leur disant attention, vous êtes sur un chemin, on vous montre un chemin, mais en réalité, il y en a un autre qui est parallèle et qui va prendre une autre direction. C'est celui du bon sens. Alors, ne vous trompez pas, parce que si vous prenez le mauvais, votre vie va être bien triste. Prenez celui que nous avons pris nous-mêmes et vous verrez, la vie est belle quand on la partage avec des gens de bon sens. Quel est le sens de ce combat? Quelle valeur défendez-vous? Pensez-vous que notre mode de vie, celui auquel nous sommes attachés, est en danger? Les valeurs, c'est aussi pouvoir se retrouver, savoir se retrouver entre voisins, entre amis, partager des choses simples, un verre de vin, une bonne table, quoi de mieux? Donc respectons-nous et à partir de là, la vie sera plus belle. Cette vie que la nature nous a donnée, eh bien, c'est un joyau. Il faut se la préserver. Elle est très courte, elle est éphémère. Et pour certains, elle est bien trop courte. Donc, ne nous la gâchons pas et ne gâchons surtout pas celle des autres. On a le droit de vivre différemment et d'être différent. Il suffit juste de se respecter et c'est ça la vraie valeur de la vie. Que serait la vie? Cette vie qu'on nous promet en étant contre tout, jaloux de tout, on s'empêcherait de vivre. Est-ce qu'elle serait plus belle? Eh bien moi j'ai la réponse non. Donc profitons de la vie en respectant les autres, en respectant l'espace vital des autres et la façon de vivre des autres. Et à partir de là, je pense que le débat sera clos et nous pourrons chacun vivre à notre manière, à notre façon, comme on l'entend, comme on veut, et tout le monde sera heureux en fin de compte. Voilà. Alors ça, c'est peut-être ça, la valeur à défendre. Et bien moi, j'essaie de défendre cette valeur-là. Cette chanson sans prétention, c'est ma façon à moi de les soutenir et de défendre un peu plus nos traditions. Un petit coin à côté de chez moi pour les copains et les amis parfois bâtis avec le cœur, on en est fiers. C'est notre Éden, c'est notre Palombière. Vous avez récemment fait un texte qui n'est pas chanté, qui est lu et qui prend la défense des chasseurs. Ça nous a touchés, ça nous a bien interpellés, ça nous a fait plaisir. Pourquoi prendre la défense des chasseurs? Oui, j'ai écrit un texte qui s'appelle Diane et chasseurs de France. Et il y a quelque temps, j'ai vu quand même la bêtise humaine déferler sur les réseaux sociaux contre les chasseurs. Et je le redis, je ne suis pas chasseur, mais pourtant je les respecte et je les soutiens de tout mon cœur parce qu'on a besoin d'eux. Et ce texte, je l'avais écrit et je l'ai lu lors d'un repas de chasse. Et j'ai vu cette assemblée de 300 personnes ne plus rien dire et être touchée par ces mots. C'est pour ça, quand j'ai vu que dans tous ces réseaux, les chasseurs étaient attaqués de toutes parts, alors que nous avons besoin d'eux, je me suis dit c'est le moment de le mettre en musique. Alors, il est parlé sur une musique
mais j'ai voulu surtout mettre en évidence tous les articles qui sont sortis sur le bienfait des chasseurs ou sur ce que font de bien les chasseurs. Combien de vies sauvées, je le redis, ils nettoient les forêts, ce sont les derniers à jeter un bout de papier par terre à la campagne ou à la forêt. Par contre, s'ils en voient un, ce sont les premiers à le ramasser. Voilà, donc il faut remettre dans ce pays les choses à leur place. On a besoin des chasseurs, n'en déplaise à certaines personnes, mais ces personnes qui sont contre tout, moi je les invite à venir passer une semaine à la campagne, chez nous, pour voir et découvrir notre mode de vie, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est peut-être ce moyen-là qui les fera changer d'avis, c'est-à-dire de découvrir des gens à la campagne qui sont de bons vivants et qui peuvent devenir aussi de très bons copains. Voilà, ça c'est mon message à tous ceux qui nous dénigrent et qui en réalité ne nous connaissent pas. On m'a dit que vous vous engagiez aux côtés du mouvement de la ruralité, de LMR, et donc d'Eddy Puy-Jalon, pour les élections régionales. Est-ce que vous considérez que c'est une suite logique de votre engagement artistique et de vos textes engagés et de vos chansons? Oui, moi je ne fais pas de politique. Voilà. Par contre, je suis complètement en accord avec le mouvement de la ruralité, tout simplement parce qu'ils parlent vrai. Ce sont des gens de bon sens. Il faut écouter ces gens-là. Le mouvement de la ruralité réunit les gens qui savent vivre. Voilà. Un des porte-étendards n'est autre que Jean Lassalle. Et je crois que même si certaines personnes ne le sentent pas capable d'arriver en haut de l'échelle, eh bien moi je peux vous dire qu'il y serait bien à sa place. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des politiques qui se contredisent. Il y a quelques années, ils se contredisaient en disant une chose aujourd'hui et son contraire 6 mois plus tard. Aujourd'hui, ils disent quelque chose le matin et ils se contredisent le soir même. Donc, on n'y comprend plus rien. Le bon sens, les valeurs, le respect, la convivialité, l'amitié, le partage, c'est tout ce que véhicule le mouvement de la ruralité et Jean Lassalle. Donc, oui, je soutiens le mouvement de la ruralité et je serai des leurs, sans problème, pour essayer de revenir, comme on dit aujourd'hui, à l'essentiel, c'est-à-dire aux sources de la vraie vie, aux sources de ce qui nous a construits, aux sources de ce que nous sommes. Parce que, avec la vie que nous avons eue, avec les petits coups de martinet parfois, je ne dis pas qu'il faut les ressortir, mais quand on le voyait sortir de l'armoire, eh bien tout d'un coup, le calme revenait à la maison. Alors, c'est tout ça qu'il faut remettre en place. C'est-à-dire, on avait peur des gendarmes, mais on les respectait. On avait peur de monsieur le curé, et on le respectait. On avait peur aussi des instituteurs, des professeurs, mais on les respectait. Il faut revenir à une vie où les choses sont remises à leur place. Et elles pourront être remises à leur place qu'avec le mouvement de la ruralité. David Olaizola, un grand merci de nous avoir accordé cet entretien, ce temps. Nous espérons aller très bientôt dans vos eaux territoriales, dans vos terres plutôt, pour faire une interview in situ et vous entendre chanter. Merci beaucoup. Un grand merci encore. À très bientôt. À bientôt. Et vive les chasseurs! Excellente cette interview. En plus, je me rappelle, on a entendu quelques extraits, puis on va certainement en entendre d'autres. C'est le succès « Ne touchez pas à mes traditions ».
Et tu l'avais publié sur nos réseaux et c'est un des cartons de l'année, je crois que c'est... Je crois que c'est sur nos réseaux. le carton de J'aime la chasse en termes d'audience. Oui. Donc tout le monde l'a vu, mais ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez retourner voir cette magnifique chanson. Ne touchez pas nos traditions. Moi, je vais la reposter. Dès demain. On aura plaisir à la réécouter. On aura plaisir à la réécouter. Aussi, bon. Ah oui. On remercie encore David d'avoir pris le temps de faire cette interview avec Denis. Cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je ne vous dis pas à dimanche prochain. Nous reprenons nos émissions le 28 février, mais notez d'ores et déjà dans vos agendas la date du 14 février. Ça, normalement, il y a pas mal de messieurs et de mesdames aussi qui devraient s'en souvenir. Et le 21 février, puisque vous aurez le plaisir de découvrir les 2 épisodes de La Belle Chasse tournée en Provence avec Johanna Clermont, Stéphane Rollet et Denis. Pendant cette petite pause, nous profiterons également pour lancer notre site d'actualité chasse J'aime la chasse. En attendant, mettez des j'aime ou des commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. On vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à dans 15 jours. Excellente soirée. Arrête, tu fais quoi Tu fais quoi Arrête un peu, arrête. Arrête. C'est pas malin, arrête de m'agresser. Avance. Faut pas parler ce là. C'est pas la même chose. On parle pas à la bourgeoisie. Ah oui, en fait, vous n'êtes pas là pour les animaux, vous êtes pour la lutte des classes, c'est ça? Ouais, les deux, ouais. Pour les passe-droits que l'État donne à la bourgeoisie, ouais. D'accord, donc c'est la lutte des classes, votre problème. 1789, c'est pas terminé, faut terminer. On va ressortir l'invention de guillotin. C'est une bonne idée, en fait. D'accord. Ok? Ouais, ok. Donc les animaux, vous en fichez, c'est ça? On sait qui sont nos ennemis. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. C'est facile, il n'y a plus qu'à voir les noms et les adresses, t'inquiète. Pas besoin de revenir. Ne bouscule pas parce que je te défonce la gueule. Bon, ah ouais, clairement. On avance. Vas-y, tu prends pour qui là? Je fais ce que je veux, mon pote. Ouais. Ne touche pas, par contre. C'est pute, mec, c'est pute. Dégage. Oh, on se calme. On se calme, c'est des mineurs, on se calme. C'est filmé, c'est... T'as des problèmes comme ça? Non, tu parles plus quand t'as tes potes. Hein. À deux, tu dis plus rien. Mais parce qu'à deux, mon gars, nous tout seul, tout seul. Ouais. Je te prends tout seul. Ah ouais. Je te promène avec ton petit pote tout seul. Ah super. Super. Un gars comme toi? Vas-y. Ah ouais. Ah bah... c'est beau. Mais bon. Si je peux être gentil. 100, 200. J'ai hâte d'avoir les 80% de Français qui viennent ici. Comment ça se passe? Non, c'est du spectacle. Ils sont sur la canapé. Toi, même moi, j'ai vu la bouche. Donc on est d'accord qu'il y a 80%, ils s'en foutent. En fait, ils cliquent et ils y réfléchissent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des bons clients. Là.